Laissée pour compte par sa marâtre, une enfant de 5 ans à peine se tint, seule, devant une vieille maison de campagne délabrée. L'abandon était un concept qui lui échappait. Elle s'imaginait simplement que sa marâtre reviendrait à la fin du jeu. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. D'où nous regardez-vous? Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, et retournons au commencement. Le chemin empierré paraissait infini, et la charrette progressait tel un animal fourbu connaissant par cœur chaque montée et chaque ornière des collines de la Drôme provençale. Simultanément, le vent de cette année 1795 soulevait des vortex de poussière et de feuilles mortes qui s'agrippaient au bois et à la peau, exhalant un parfum tiède de terre provençale. Manon, frêle comme une brindille, était assise à l'arrière, serrant des deux mains un mouchoir brodé de fleurs stylisées, évocation de mains aimantes désormais absentes. Son regard suivait le balancement patient des haut-pins, comme si chacun donnerait une épopée silencieuse au firmament. Face à elle, Monique se tenait le dos droit comme un i, les doigts crispés sur le rebord du banc, s'efforçant de ne pas croiser son regard, à la manière de celui qui fuit un miroir renvoyant une vérité douloureuse. La petite fille, elle, se disait que tout cela devait être un jeu de silence, n'avait-elle pas compté jusqu'à 10 à voix très basse pour ne pas effrayer les chevaux, avec la promesse qu'une surprise l'attendrait au bout? Mais la femme avait tranché, lui ordonnant de se taire et de ne poser aucune question. La charrette gémit, les sabots martelèrent la pierre d'une cadence qui résonnait dans la poitrine comme un tambour épuisé, et le ciel, à cette heure, avait l'aspect d'un linge usé à travers lequel filtrait une lumière blafarde qui nappait les reliefs. La fillette ravala un soupir, ayant appris que l'air, parfois, emporte les choses si on les libère avec trop de force. Elle pressa le mouchoir contre son cœur pour y emprisonner la chaleur d'un souvenir qu'elle peinait à nommer, tandis que les effluves de cuir, de foin moite et de sueur animale lui confirmaient son existence, sa vigilance. Le monde n'était pas un songe, mais une longue pente à gravir à petits pas. Lorsque la charrette s'immobilisa près d'une vieille maison de campagne courbée par les ans, au toit de chaume éventré et aux murs empisés crevassés où logeaient des lézards, Monique sauta à terre avec l'efficacité de celle dont la conscience et le corps sont lourds. D'un geste, elle tendit un baluchon, comme on écarterait une pierre importune, et annonça à l'enfant qu'elle resterait là quelques jours, le temps de régler certaines affaires au village. Elle devait se montrer forte, obéissante, et si on l'interrogeait, prétendre qu'elle gardait la maison. Manon acquiesça d'un signe de tête, consciente que les questions, parfois, sont plus bruyantes que les réponses qu'elles suscitent. Monique lui déposa le baluchon dans les bras, lui passa une main rapide dans les cheveux dans un geste qui se voulait caresse mais se brisa en vol, et remonta sur la charrette, le regard perdu à l'horizon. Le cocher fit claquer sa langue, le fouet zébra l'air d'un son sec, et l'attelage s'éloigna, laissant derrière lui un sillage de poussière lent à se déposer. L'enfant fit 2 pas, puis 3, et s'arrêta net. Elle venait de comprendre que le jeu de compter jusqu'à 10 ne ramènerait pas la voix familière. Peut-être avait-elle mal compté? Elle recommença tout bas, 1, 2, 3. Jusqu'à 10. Elle attendit. La vallée du Rhône lui renvoya un écho sans conviction. Seul le roulement lointain des roues sur la pierre lui parvint, message indéchiffrable. À cet instant précis, le silence devint aussi vaste qu'une pièce sans issue. Manon le fixa droit dans les yeux et prit la résolution de ne pas pleurer. Les larmes, se dit-elle, brouillent la vue, et elle avait un besoin impérieux de distinguer clairement la porte de la masure, la cachette des insectes, et les endroits où la paille tenait encore bon face à la pluie. Elle pénétra à l'intérieur avec une prudence infinie. Une odeur de bois humide et de vieille suie l'accueillit. Il y avait là une table si chancelante qu'elle semblait implorer le ciel de ne pas s'effondrer, et un banc taillé dans un tronc, portant l'empreinte de nombreux dos fatigués. Elle avisa une étagère de guingois sur laquelle reposait une bougie en suif presque entièrement consumée, oubliée là, ainsi qu'une marmite en terre cuite cassée à laquelle on pouvait, peut-être, quémander de l'eau en lui parlant avec douceur. La fillette déposa son baluchon dans un angle où le mur gardait la fraîcheur de l'ombre. Ses petits doigts, plus habiles qu'ils n'y paraissaient, défirent le nœud. Elle en sortit un morceau de pain rassis, une petite cuillère en bois jadis lustrée, désormais terne comme une lune de mauvais temps, et une lanière de tissu servant à ceindre sa robe en lin rustique. Elle disposa chaque objet avec la minutie de celle qui dresse un autel invisible. La maison était lasse, se dit-elle, mais pas irréparable. Si elle lui parlait à voix basse, comme à une bête craintive, peut-être se souviendrait-elle comment respirer sans gémir. Le jour déclina, et les premières stridulations des cigales s'élevèrent, comme si, derrière la colline, on avait ouvert une porte sur une musique entêtante. Manon effleura le rebord de la fenêtre, laissant sur sa paume une trace de poussière qu'elle contempla comme une carte.
Elle fouilla les poches de sa robe et y trouva 2 allumettes usées, un cadeau de Geneviève, la guérisseuse du village, qui lui avait dit un jour de foire que la lumière est un fil qu'on ne doit jamais lâcher. Ce souvenir fut une bouée de sauvetage. D'un geste tremblant comme celui d'un oiseau, elle frotta l'allumette. La bougie s'éveilla, œil jaune et vacillant, semblant douter de sa propre flamme. La pièce s'anima d'ombres dansantes qui ondulaient au rythme du souffle de l'enfant. « Tant qu'il y a de la lumière, je ne suis pas seule, » murmura-t-elle. Elle le dit à mi-voix, non pour être entendue, mais pour que la lumière elle-même lui en donne confirmation. La petite chaleur lui lécha les doigts. Elle sourit à la flamme comme à une amie revenue sans poser de questions, et sentit que la nuit pouvait être un refuge, pour peu qu'on sache l'ajuster sur ses épaules. C'est alors que commença l'ouvrage des âmes vaillantes. La fillette observa le sol de terre battu et se dit que la poussière est inoffensive si on la balaie avec tendresse. Dehors, près d'un amoncellement de pierres gorgées de soleil, elle trouva une fine branche. De retour à l'intérieur, elle balaya en décrivant des cercles, esquissant une mélodie oubliée, et souleva un nuage qui la fit tousser. C'est tout, se dit-elle, et le dernier soupir des toiles d'araignée du jour. Elle amassa les feuilles mortes le long du mur le moins lézardé, se ménagea un passage entre la table et son futur couchage, et rapprocha le banc de la bougie pour que sa lueur baigne son visage. De son baluchon, elle tira le mouchoir brodé, le déplia avec précaution pour ne pas abîmer les fleurs stylisées, le plia en 4 pour s'en faire un oreiller, et s'adossa au mur encore tiède. Elle écouta la colline respirer, le murmure lointain du ruisseau prometteur d'eau, qu'elle irait chercher le lendemain. La faim tiraillait son ventre. Elle défit le nœud de la faim avec des miettes de pain trempées dans les quelques gouttes d'eau qui restaient au fond de la marmite. Demain, se dit-elle, sera un jour meilleur, car le soleil sait trouver les fissures et en faire des chemins. Elle resta immobile, les yeux fixés sur la bougie, songeant que la flamme était comme un cœur qui ploie sans s'éteindre. Elle aussi pouvait ployer sans se rompre. Dehors, le ciel avait pris une teinte d'argile roussie. Quelques étoiles perçaient, yeux curieux d'un peuple minuscule. Manon s'adressa à elle, comme on le fait avec les êtres qui ne jugent pas. Elle leur demanda de prévenir sa marâtre, si elle l'apercevait, que la maison tenait bon et que la fillette savait se taire et attendre. Peut-être les étoiles lui répondirent-elles par un frémissement, ou peut-être n'était-ce que le scintillement de son propre espoir, mais quelque chose en elle s'apaisa, comme sous le poids d'une couverture neuve. Elle sentit qu'elle pouvait dormir, à condition de transformer sa peur en une longue et lente respiration. Elle s'y essaya, malgré une gouttière tenace qui se mit à tomber dans le coin opposé, chaque goutte scandant le temps des choses qui ne reviennent pas, telle une clepsydre. Une goutte ne fait pas un fleuve, pensa-t-elle, mais elle peut indiquer la voie. Elle décida d'en mémoriser le rythme, pour ne plus la percevoir comme une ennemie. Soudain, l'air charria l'odeur d'un feu de bois lointain. Cet arôme de fumée douce l'emporta, l'espace d'un instant, dans une cour peuplée de poules, où des mains bienveillantes lavaient du linge au ruisseau. Elle ferma les yeux pour retenir l'image, mais refusa de s'y attarder, le présent réclamait sa vigilance. Elle posa ses pieds nus sur la terre tiède et s'adressa à la maison, à ce mur marqué d'une longue cicatrice. Elle lui dit de ne pas s'en faire, qu'ensemble elles allaient combler les brèches, que la paille apprendrait à mieux se coucher sur le ciel, que demain elle chercherait des graines, que s'il y avait un ruisseau, il y aurait aussi de la menthe et des fleurs sauvages, qu'elle savait écouter les plantes assoiffées et ne les abreuverait pas avec précipitation, car la précipitation est un couteau impropre au semis. La maison, si elle ne comprenait pas les mots, perçut la chaleur de cette voix d'enfant et répondit par un léger craquement approbateur. La bougie, comme pour se joindre à la conversation, étira sa flamme. La nuit s'épaissit, et avec elle le courage de Manon. Elle fit mentalement l'inventaire de ses possessions et de ses capacités. Elle avait ses mains, la petite cuillère, la marmite ébréchée, la branche balai, le mouchoir qui pourrait servir de bandage à un animal blessé. Elle avait ses yeux, capables de discerner les détails, et ses pieds, qui connaissaient la forme des pierres. Elle n'avait ni père ni mère, mais elle portait en elle le souvenir d'une caresse. Et puis elle avait la colline. La colline est un père immense qui enseigne par murmure. Elle avait aussi l'eau vive. L'eau est une mère qui ne vous abandonne jamais tant que vous suivez son cours. Elle se dit que la vie, parfois, change le nom des choses pour nous en révéler l'essence. Peut-être qu'un jour Monique reviendrait, repentante, et frapperait à la porte avec plus d'humilité. Si cela arrivait, elle aurait un jardin florissant et une table propre pour lui offrir de l'eau, car le pardon prospère mieux dans des récipients préparés. Elle ressentit, sans trop savoir pourquoi,
une joie ténue, ni rire ni chant, qui la réchauffa de l'intérieur comme une braise sous la cendre. Avant de s'endormir, Manon, comme elle se nommait dans le secret de ses pensées, voulut éprouver la force de sa résolution à ne pas pleurer. Non par orgueil, mais par intuition, les larmes devaient être conservées pour arroser les semences au moment opportun. Elle inspira profondément par le nez, comme elle l'avait vu faire aux femmes sur le point d'accoucher, et expira lentement. Son ventre s'apaisa, sa poitrine retrouva son rythme, le sol parut moins dur, et les ombres l'enveloppèrent comme un manteau. La bougie, réduite, veillait, maîtresse d'un territoire de lumière suffisant pour interdire l'accès aux monstres de l'imagination. Elle se dit que demain, elle balayerait l'extérieur, chercherait des pierres plates pour caler la table, ramasserait du bois mort, tracerait un sentier de cailloux blancs jusqu'au ruisseau, vérifierait la présence de menthes sur les berges, demanderait à la colline où abritait le bois, apprendrait à lire les signes du soir pour fermer la fenêtre à temps, et réapprendrait à la masure à être une maison. Cette promesse flotta dans l'air, pareille aux cloches lointaines d'une chapelle sonnant sans se presser. C'est avec cette musique inventée dans son cœur que la fillette ferma enfin les yeux, confiant ses rêves à la garde de la bougie, tandis que dehors, la vallée continuait sa lente et patiente respiration, attendant l'aurore. L'aube se posa comme une main tiède sur ses paupières, chassant les peurs nocturnes. Quand la lumière commença à s'infiltrer par les interstices du toit, Manon perçut que la maison respirait différemment. Aujourd'hui, le monde a une odeur de commencement, pas d'adieu, se dit-elle. Animée par cette pensée, elle se leva sans un bruit. Elle sentit le sol sous ses pieds nus, mémorisant chaque aspérité de la terre battue, et franchit la porte, dont le bois gémit comme un vieil animal saluant le jour. Dehors, l'air vif, chargé de senteurs de pin et d'humus, lui caressa le visage. La première chose qu'elle perçut fut le pouls de la vallée, un murmure profond qui n'était pas le vent, mais l'eau. S'il y a de l'eau, il y a un chemin, commenta-t-elle à voix basse. Elle suivit ce battement, comme les fourmis suivent une piste invisible qui les ramène à la fourmilière, écartant de la main les herbes rêches qui s'agrippaient à sa robe de lin. Le ruisseau était là, dissimulé entre des pierres polies comme des miches de pain, s'écoulant sans hâtant de secrets tourbillons transparents. Elle s'agenouilla sur la berge, posa ses paumes dans l'eau pour en sentir la fraîcheur. Elle se pencha pour boire à petites lampées, comme le lui avaient enseigné les femmes du village, et murmura un merci. Puis elle s'aspergea le visage, laissant l'eau couler sur son front et son cou, sentant s'effacer les cendres de la nuit et la fatigue de l'attente. L'eau emporta avec elle une tristesse poisseuse qu'elle ne savait nommer. En retournant à la maison, elle avisa près de l'âtre une marmite en terre cuite, cabossée mais non privée de son âme. « Toi aussi, tu sais résister, ma vieille, affirma-t-elle. Elle l'emporta au ruisseau, la rinça en fredonnant une mélodie qui était peut-être un souvenir maternel. De retour, elle la posa dans un coin propre, empolit l'ouverture avec une pierre pour que le couvercle s'ajuste mieux, et se promit qu'à compter de ce jour, l'eau aurait un logis. Le soleil poursuivit son ascension. La maison étant propre dans la mesure de ses faibles moyens, Manon sortit en reconnaissance. Chaque pas dessinait une nouvelle carte, chaque odeur était une cloche. Un son ténu, semblable à celui d'une flûte qui se brise, lui transperça la poitrine. Elle s'immobilisa, le regard aux aguets. Accroupie comme un faon, elle s'aventura dans les fourrés, écartant les épines du dos de la main, jusqu'à découvrir une masse de plumes tremblant d'une douleur patiente. C'était un jeune faucon. Son aile droite était collée par du sang séché, ses yeux étaient deux charbons ardents et humides. Il la dévisageait sans haine, semblant demander si cette main qui s'approchait était menace ou réconfort. « Je ne te ferai pas de mal, je te le promets, dit-elle d'une voix basse et assurée, comme si elle s'adressait à l'aube elle-même. Elle approcha le mouchoir brodé, le déplia avec la gaucherie de ses doigts d'enfant et le posa sur l'oiseau comme on recueille un secret à sa naissance. Le faucon battit à peine son aile valide dans un sursaut de peur qui coupa le souffle à la fillette. « Reste tranquille, je sais, moi aussi, ce que c'est que d'être seule, répondit-elle. Cette reconnaissance fut comme un assentiment de la colline entière. Le vent s'apaisa un instant, et la brise lui caressa les cheveux d'une douceur impersonnelle. Elle regagna lentement la maison, le faucon blotti contre sa poitrine. Elle le déposa près de l'âtre où une braise timide dispensait encore un peu de chaleur, et chercha dans son baluchon les objets utiles et peu encombrants, un bout de tissu pour faire un bandage, la petite cuillère en bois, la poignée de miettes de la veille. Elle trempa la cuillère dans l'eau pure. « Ouvre le bec, mon ami, l'eau ne fait pas mal, dit-elle. » Avec patience, elle approcha, goutte à goutte, le bord humide du bec entrouvert. L'oiseau but une première fois,
puis une seconde. Voilà, doucement, comme la terre qui boit la pluie, l'encouragea la fillette. Elle émietta le pain, le ramollit dans un peu d'eau tiède, oubliant sa propre faim. Elle avait découvert que nourrir un autre être apaise une faim plus profonde, celle de la peur. Elle lui donna de minuscules béquets, attendant entre chacune que le coup déglutisse sans peine. Tout en le soignant, elle lui parlait, comme à un nouveau-né. « Je t'appellerai ciel, parce que si on regarde en haut, la douleur prend une autre place. » Le faucon cligna de ses yeux de braise, où une lueur de confiance commençait à poindre. Manon sentit une joie silencieuse l'envahir, aussi éclairante qu'une bougie au fond d'une grotte. Quand l'oiseau se fut calmé et que sa respiration ne fut plus qu'un souffle régulier, elle examina la blessure, nettoyant délicatement le sang séché qui emprisonnait les plumes. Elle se promit de chercher des herbes médicinales du ruisseau, se souvenant des paroles de Geneviève, les plantes livrent leurs secrets à qui sait les écouter. Elle sortit avec un vieux panier en osier trouvé sous le banc et, suivant le sentier, observa la nature avec des yeux d'enfant qui, pourtant, en comprenait la grammaire. Elle trouva de la prêle, de l'arnica, et des feuilles de plantain. Avec cela, nous ferons un onguent modeste, se dit-elle, emportant sa récolte comme de petits soleils verts. De retour, elle écrasa les feuilles avec une pierre lisse, les mélangea à un peu d'eau et à la dernière goutte d'huile d'un flacon oublié, et appliqua la mixture sur le pourtour de l'aile. « Je ne te forcerai pas, je serai juste là, pendant que la vie revient dans tes plumes, expliqua-t-elle. Elle recouvrit le tout du morceau de tissu, l'ajustant juste assez pour laisser passer l'espoir. Le faucon émit alors un son plus grave, moins rauque, qu'elle interpréta comme un signe de gratitude ou de soulagement. Ce dialogue muet conféra à la maison une atmosphère de foyer, non par la chaleur du feu, mais par ce pacte de bienveillance. Le jour avança. Sans négliger ciel, la fillette instaura une routine dictée par la nécessité. D'abord tu boiras, ensuite tu mangeras. Pendant ce temps, j'arrangerai la maison pour que l'air ne te nuise pas. Elle s'acquitta de chaque tâche comme d'une prière gestuelle. Elle ôta les toiles d'araignée des coins avec une branche au bout de laquelle elle avait fixé un chiffon. Elle cala la table avec des pierres plates. Elle disposa le banc de manière à ce que l'oiseau puisse la voir sans effort. Et elle parlait, de cette voix un peu chantante des femmes qui travaillent en racontant des histoires. Elle lui raconta, si tant est qu'on puisse raconter une histoire à un faucon, que sa mère, avant de mourir, lui avait confié un sachet de graines en lui disant que la vie trouve toujours son chemin, et que si un jour elle se retrouvait seule, elle devait chercher un lopin de terre ensoleillé et le piquer de patience, car quelque chose de nourrissant en sortirait. Ce disant, elle ouvrit son baluchon, décousit le coin du tissu où étaient enfermées les graines. Elles tombèrent dans sa paume, trésor opaque de petites promesses humbles et puissantes. Nous grandirons ensemble, affirma-t-elle. Elle ne s'adressait à personne en particulier, mais à la terre, à l'eau, à l'air, au ciel, à la maison. Derrière la bâtisse, là où la terre était dure comme une enclume, elle s'agenouilla. Avec la petite cuillère en bois, elle creusa de petits trous, comptés et espacés, comme les calculs qu'elle faisait dans sa tête. Elle y déposa chaque graine du bout du doigt, la recouvrit délicatement, et apporta de l'eau dans la marmite, la versant comme une pluie douce, sans inonder. « Ne te hâte pas, terre, je ne me hâte pas non plus. » Quand elle eut terminé, elle contempla un instant ce rectangle fraîchement arrosé, comme on assiste à un miracle dans sa phase la plus secrète. Elle se sentit mère, fille, et sœur de ceux qui n'étaient pas encore nés. C'est alors que quelque chose se dénoua en elle, et elle sut, avec la fulgurance des certitudes, qu'elle n'était pas perdue. Pas tout à fait. Elle rentra pour poursuivre sa journée. Ciel ouvrit un œil. Elle crut qu'il demandait « M'as-tu laissé seule ?» « On n'est jamais seul quand le vent connaît notre nom », répondit-elle. Elle lui présenta le bol de miettes ramollies, que le faucon accepta. Elle sourit, reconnaissante de cette confiance naissante, et continua ses soins, nettoyant, parlant à la lumière qui jouait sur le mur comme des poissons d'or. À force de murmurer, la matinée s'organisa autour de sa respiration. Quand le soleil fut au zénith et que le chant des insectes formait une trame invisible, elle songea à préparer un lieu de repos pour l'après-midi. Elle tressa des joncs pour former une sorte de nid près de l'âtre et planta 2 bâtons de part et d'autre pour que si elle puisse s'y appuyer sans forcer sur son aile. « C'est ta maison, le temps de ta guérison, » lui dit-elle. Elle se rendit compte qu'elle avait prononcé le mot « maison » sans crainte et le répéta intérieurement pour en savourer le poids nouveau. Sa propre faim se manifesta. « Attends un peu, d'abord le monde, ensuite le corps » lui répondit-elle.
Elle tint cet ordre jusqu'à ce qu'un léger vertige lui rappelle que les miracles aussi ont besoin de subsistance. Elle partagea le reste du pain, le trempa dans l'eau, et mâcha lentement, remerciant la marmite de contenir ce qui sauve. Revigorée, elle retourna au ruisseau pour laver le bol et chercher d'autres herbes. La colline, qui avait désormais appris son pas, lui révéla un carré de menthe dont la fraîcheur embauma l'air. « Avec toi, je parfumerai la maison pour que la peur n'y trouve pas de siège, » dit-elle. Elle coupa quelques brins, les planta derrière la maison, près du rectangle de semences, comme des cierges protecteurs autour d'une prière. Elle rentra au moment où Ciel tentait de se redresser. « Ne te presse pas, mon ami, les os et les plumes ont leur propre horloge, » intervint-elle. Elle le calma d'une paume sur le dos, sentant le moteur secret de la vie battre avec ténacité. Elle éprouva une fierté profonde, celle des bâtisseurs quand la première pierre tient bon. Elle regarda par la fenêtre. Le ciel était plus clair, plus proche. Elle comprit que le calme nouveau qui l'habitait ne venait pas de l'attente d'un retour, mais du fait qu'elle-même commençait à revenir à soi, pas à pas, graine après graine, battement après battement. Elle s'adressa alors à voix basse à la mémoire de sa mère, « J'ai planté ce que tu m'as laissé, et je promets d'en prendre soin comme d'un rêve qui me guide. » Elle voulut en dire plus, mais une douce émotion lui noua la gorge, un nœud qui ne serrait pas, mais soutenait. Elle se laissa envelopper par cette chaleur un instant, puis reprit sa routine de petite gardienne, humecter le bec de Ciel, rafraîchir son bandage, dépoussiérer l'étagère du revers de sa jupe, agencer les pierres du seuil pour former une marche. Chaque action était une prière sans église, chaque geste une sonnerie de cloche inaudible qui, pourtant, éveillait quelque chose dans l'invisible. Quand l'après-midi commença à dorer la cime des collines, elle s'assit près de l'oiseau. Devant elle, le jardin promit. « Nous grandirons ensemble, toi vers le haut, moi vers l'intérieur, » lui dit-elle. Et peut-être qu'un jour, au retour de celle qui m'a laissé, elle comprendra que la vie ne se brise pas s'il y a de petites mains pour la recoudre. À ces mots, un souffle plus frais pénétra dans la pièce et fit vaciller la flamme comme en signe d'approbation. L'aile bandée frémit, juste assez pour confirmer que le sang reprenait son cours. Et Manon sut, avec la certitude silencieuse des créatures qui sont à l'écoute, que le miracle avait déjà commencé. Le jour où la terre brisa son silence fut une aube plus diaphane que les précédentes. L'air portait une tiédeur nouvelle, une promesse sur la peau. Manon sortit pieds nus contempler le modeste rectangle où elle avait confié ses graines. D'abord, elle ne vit rien. Sa respiration se suspendit, oisillon dans la paume de la main. Puis, en se penchant, elle murmura, là, juste là, la vie s'est éveillée. Une minuscule pointe verte, avec la force de ce qui ne demande aucune permission, soulevait la motte de terre, frayant une fissure dans la croûte sèche. Un rire innocent lui échappa. La vie s'est réveillée. Merci d'être venu. Elle approcha la pulpe de son doigt, sans toucher, pour ne pas déranger le travail secret de la sève. Elle sentit à l'intérieur d'elle-même une lampe s'allumer, une lampe qui n'était ni de suif ni d'huile, mais de pure certitude. Si une feuille peut se dresser contre la terre qui l'opprime, se dit-elle, alors un petit cœur peut se dresser contre un souvenir douloureux. Forte de cette conclusion, elle se redressa, comme si le soleil la soutenait, et s'adressa à voix basse aux autres graines endormies, « Vous connaissez le chemin, maintenant. N'ayez pas peur. Là-haut vous attendent le vent, les bourdonnements, et l'ombre douce de la maison. » Puis son regard se tourna vers la fenêtre au ciel, le faucon, suivait ses moindres gestes de son œil ardent, mesurant son propre retour à la vie. « Regarde, mon ami, la terre tient parole quand on prend soin d'elle. » Il répondit par un raclement de gorge qui sonna comme un accord. Elle lui apporta de l'eau et des miettes ramollies. « Aujourd'hui, tu mangeras un peu plus. La guérison, comme cette feuille, pousse de l'intérieur. » Le reste de la matinée s'écoula en taches humbles et lumineuses, chacune empreinte d'une solennité priante, vérifier que le bandage n'était pas trop serré, aérer la pièce juste assez pour que le soleil vienne sécher les angles, balayer à nouveau la poussière nocturne avec la branche balai, disposer les pierres du seuil pour que la pluie ne transforme pas l'intérieur en bourbier. Quand le soleil atteignit son zénith, raccourcissant les ombres et donnant à la peau une odeur de pain grillé, un mince filet de fumée s'échappa de l'âtre. Elle avait ravivé la braise de souffle léger. Cette fumée, fine et rebelle, traça un signal dans le ciel. C'est alors que se firent entendre, lointain d'abord comme un tambour voilé, puis plus proche comme le son de deux mains frappant une table, les sabots d'une mule. Un muletier apparut au détour du chemin, chapeau de paille sur le côté, un sac arrimé à sa selle,
et le regard d'un homme qui a connu la poussière mais sait encore s'émouvoir. Il s'arrêta à distance respectueuse. D'une voix marquée par la fatigue du voyage, il demanda si la fumée était le signe d'une présence vivante. « Oui, la fumée vient de ma maison », répondit Manon en désignant la porte. Le muletier descendit de sa monture, ôta son chapeau comme on entre dans une chapelle de campagne, et dit qu'il ne s'attendait pas à trouver une si jeune créature à la tête d'une telle demeure. Elle lui expliqua en peu de mots, comme pour ne pas rouvrir une plaie, qu'elle était seule depuis plusieurs jours, occupée à soigner un ami faucon et un jardin naissant. L'homme la regarda avec un respect plus lourd que la pitié. « Je m'appelle Stéphane. Je n'ai pas d'or, mais j'ai du pain. » Il sortit de sa besace une miche ronde enveloppée dans un linge et une couverture rêche qui sentait le soleil. « Je ne peux pas rester, le convoi m'attend, mais je peux revenir demain si le temps le permet. »« Le ciel ne se brise jamais, si l'on sait regarder sous les nuages, » répondit-elle. Il sourit de cette joie discrète des adultes découvrant une flamme intacte au milieu des épreuves. Il laissa le pain sur la table boiteuse et la couverture pliée sur le banc. « Je reviendrai. Je le jure sur ce chemin que je foule. » Il la salua d'un signe de la main à la tempe, remonta en selle et s'éloigna, laissant une courte traînée de poussière qui mit un instant à se dissiper. Quand il eut disparu, Manon serra la couverture contre elle, comme si elle étreignait une grand-mère. « Merci. » Parfois, la chaleur entre par la peau avant d'entrer par le ventre. Elle partagea le pain avec soin, gardant la moitié pour le soir. Elle nourrit d'abord Ciel de miettes humectées, puis sa propre faim de bouchée lente. En mâchant, elle songea qu'il est des mots plus nourrissants que le pain, et l'un d'eux est la promesse d'un retour. La nouvelle se propagea plus vite qu'un feu de brousse, car les collines ont des oreilles et les villages une langue. Le 3e jour, Geneviève arriva, marchant d'un pas tranquille, son panier exhalant des parfums de plantes médicinales. En la voyant, Manon lui assura qu'elle allait bien et que Ciel se remettait. Mais la guérisseuse, de ses yeux de vieux sage, lui expliqua qu'une blessure apparente n'est pas toujours la seule. Elle demanda la permission d'entrer sans piétiner le jardin naissant. La fillette la guida avec délicatesse le long de la parcelle où d'autres pointes vertes commençaient à percer. Geneviève se pencha sur le faucon, examina le bandage, sentit l'onguent improvisé. « Tu as la main guérisseuse, mon enfant, mais l'arnica a besoin d'alliés. » Elle sortit de son panier un sachet de résine de copal et un autre de poudre d'écorce. Elle lui montra comment les mélanger à de l'eau tiède pour obtenir une pâte qu'elle baptisa « caresse de la colline ». Cette pâte, dit-elle, indiquera à la peau comment se refermer sans colère. Tout en appliquant le remède de ses doigts experts, elle lui enseigna que les plantes sont sensibles à la voix de celui qui les appelle, et que si la parole est pure, la sève entend mieux. « Je lui parle tout bas, pour ne pas effaroucher l'espoir, » répondit la fillette. « C'est ainsi qu'il faut faire, » approuva la femme. Avant de partir, elle lui laissa une branche de rue à suspendre près de la porte, pour éloigner les ombres malveillantes. Elle promit de revenir dans 2 jours pour examiner l'aile, et sa promesse vibra dans la maison comme une corde tendue. Le lendemain, ce fut Laurent qui arriva, d'un pas assuré, avec une odeur de bois frais. Il portait sur l'épaule 2 planches brutes et une poignée de clous qui tintaient dans sa poche. En passant le seuil, il dit « Je suis Laurent, le charpentier. On m'a dit qu'une fillette ici remettait le monde d'aplomb avec un balai de fortune. Si c'est vrai, je peux bien redresser cette porte, pour que le vent entre en invité et non en brigand. » Sans attendre de remerciements, il se mit à l'ouvrage, mesurant d'un coup d'œil, ajustant une charnière, calant le montant avec un coin taillé sur place dans une chute de bois. « Le bois écoute, si on l'appelle par son nom, » expliqua-t-il patiemment. « La maison répond, quand je la traite comme un petit animal, » répliqua la fillette. Il éclata d'un rire franc. « Alors cette maison vivra 100 ans. » Il cloua les planches là où la toiture fléchissait et laissa un surplus de paille pour qu'elle puisse, plus tard, combler une fuite. Avant de s'en aller, il ôta son chapeau devant l'enfant, comme on le fait devant une reine, et assura qu'il reviendrait voir si la table avait cessé de boiter, car un repas mérite l'équilibre. Ce geste de respect, si simple et si profond, planta au cœur de Manon une dignité nouvelle, tel un jeune arbre trouvant sa verticalité. Dès lors, chaque jour apporta une visite ou un signe. C'était parfois Stéphane, qui laissait un fruit ou un morceau de fromage, parfois Geneviève, avec de nouvelles feuilles sentant la garrigue après l'ondée, parfois Laurent, qui consolidait une poutre ou lui apprenait à adoucir une écharde. D'autres fois, c'était la colline elle-même qui lui offrait le spectacle d'oiseaux curieux venant s'abreuver au ruisseau,
laissant derrière eux une musique ténue. Mais nul ne s'attardait plus que de raison, nul n'imposait sa volonté. La fillette apprit ainsi que l'aide véritable n'envahit pas, mais accompagne. Cette sollicitude discrète lui donna la force d'affermir sa propre voix. La voix de Manon devint un fil, fin et solide, qui reliait la maison au jardin, le jardin à ciel, et ciel au ciel. Sur ce fil, elle égrenait de petites phrases, mi-préceptes, mi-gratitude. Aujourd'hui, je n'arroserai que peu, car la soif de la terre n'est pas la mienne. Aujourd'hui, je nettoierai la litière de ciel et lui montrerai la lumière sans l'éblouir. Aujourd'hui, j'écouterai si le bois craque de froid ou de peur. Au fil de ce calendrier intime, arriva le jour où le faucon décréta que la pesanteur n'était qu'une simple opinion. La fillette avait commencé à retirer le bandage par étapes. Ciel étira d'abord ses plumes avec la pudeur d'un convalescent, puis les agita comme on teste une lame. Le ciel est ta demeure, mais ici aussi, si tu le souhaites, tu as un foyer, lui dit-elle. Il la fixa de son œil de braise et répondit par 2 battements d'ailes qui soulevèrent la sueur sur l'étagère. L'après-midi, mûr et doré, retint son souffle. D'un élan maîtrisé, l'oiseau bondit du banc vers un perchoir que Laurent avait installé. Il y resta un instant, respirant profondément, comme pour remonter le fil de son histoire. Puis il revint sur le banc, puis de nouveau sur le perchoir. Et enfin, avec une vigueur soudaine qui tenait de l'acte de foi, il déploya ses ailes, traversa la pièce d'un arc parfait, fendant l'air du son de la soie qu'on déchire, et se posa sur le rebord de la fenêtre. Manon sentit son cœur buter contre sa gorge. Elle applaudit, non des mains, mais des yeux, du rire. Tu peux partir si tu veux, et rester si tu le désires. J'ai appris que l'amour n'emprisonne pas. Ciel, comme s'il avait compris, sauta au dehors, gagna le toit d'un vol graphique, et s'y posta en sentinelle. De là, il embrassa du regard le jardin et ses nouvelles pousses, la fillette qui levait le visage vers lui, la porte qui ne grinçait presque plus, et la vallée qui s'ouvrait en éventail. Il reprit son envol, monta plus haut, traça un large cercle dont l'ombre effleura la tête de Manon et le mur à demi blanchi, puis revint se poser sur le toit. Maintenant, je sais que nous ne sommes pas seuls, dit la fillette. Elle posa une main sur sa poitrine pour y garder ce rythme. Une brise nouvelle parcourut la maison et le jardin, comme une bénédiction. Elle comprit que la force du cœur n'est pas claironnante, elle est un soutien constant. Désormais, l'un comme l'autre avait une tâche à accomplir, elle, depuis la terre, lui, depuis le ciel. Chacun veillerait sur l'autre, sans cage ni chaîne, avec la fidélité silencieuse des gardiens qui ont choisi leur poste. La matinée s'ouvrit sur un bruissement de mains et d'outils, prière ancienne à laquelle la vallée répondit par un souffle frais, odeur de terre humide, de paille neuve et de bois poncé. C'est ainsi que la maison commença sa résurrection, sous le regard attentif de Manon. Aujourd'hui, la maison va réapprendre à se tenir droite sans souffrir, dit-elle, avec une assurance qui gagna ceux qui étaient venus du village, attirés par l'histoire de la petite fille de la colline. Car ils étaient là, Stéphane le muletier, une corde sur l'épaule et le sourire de celui qui a beaucoup marché, Laurent, son marteau à la main et 2 planches qui semblaient prêtes à prendre leur envol, Geneviève, avec son panier d'herbe et une marmite de chaux encore tiède, et 2 jeunes des fermes voisines, Léo et Hugo, qui, ne sachant que faire, avaient dit « Nous apportons nos bras et notre bonne volonté ». Sans grand discours, un ordre s'établit, un rythme sans chef d'orchestre, comme si chacun retrouvait soudain le geste ancestral de l'entraide. Manon, si petite, les cheveux noués par un ruban, sa robe de lin maculée de poussière, se posta sous l'avant-toit affaissé. « J'atteins jusque-là, dit-elle en tendant la main. « Ce que ta main n'atteint pas, la mienne l'atteindra, répondit Laurent. Il dressa une échelle faite de grosses branches. Il monta d'un pas sûr pour inspecter la charpente, tandis que Stéphane calait l'échelle de son pied et que les jeunes gens liaient des bottes de paille avec des nœuds solides. Geneviève, elle, examinait les rouleaux d'argile comme on ausculte un dormeur. La danse commença. Un à un, ils retirèrent les touffes de paille pourrie, nettoyèrent la poussière avec des branches de pin, consolidèrent les poutres, puis, en cadence, posèrent la paille neuve, la cousant avec de la corde. Chaque fois que Manon leur tendait une botte, elle disait « Ici, ça fait mal. Allez-y doucement. » Elle parlait comme à une vieille blessure. Et Laurent acquiesçait, le bois comprend quand on le touche avec respect. Le toit, qui avait si souvent laissé passer la pluie, se mit à respirer d'un souffle plus ample, plus régulier, comme un cheval s'ébrouant après être sorti d'un bourbier. Quand le soleil fut plus haut et que l'ombre des pins eut glissé d'une paume vers l'ouest,
ils ouvrirent les seaux de chaux. L'air se chargea d'une blancheur piquante qui promettait la pureté. Manon retroussa ses manches, s'empara d'un pinceau improvisé en fibre naturelle. Maintenant, la lumière va s'installer sur les murs, annonça-t-elle. De larges coups de pinceau, elle appliqua la chaux, effaçant l'ancienne suie. Chaque geste était comme la page tournée d'un livre souillé. En peignant, elle murmurait « Merci d'avoir tenu, ma maison. Maintenant, je te purifie et te bénis. » Sa voix se mêlait aux rires étouffés des hommes qui ajustaient planches et clous, au craquement du toit qui trouvait sa place, au glouglou de l'argile épaisse que Geneviève préparait avec l'eau du ruisseau pour colmater les fissures. Et au-dessus d'eux, le champ de ciel. Depuis son perchoir, le faucon observait la scène, contremaître serein, ponctuant le travail d'un cri bref qui semblait dire « Là, il en manque un peu » ou « Ici, c'est assez ». C'est du moins ainsi que la fillette l'interprétait, levant les yeux et disant « Entendu, mon ami », marquant une pause pour inspecter un angle où le vent s'infiltrait. Entre deux couches de chaux, Geneviève partagea un savoir ancestral qui tenait de la magie. Du jus de certaines plantes, dit-elle, on peut extraire une teinture qui ne blesse pas le mur et éloigne les insectes et les mauvais esprits. Elle broya des feuilles d'indigo et des pétales de fleurs sauvages colorées, les mélangea à de l'eau et à une pincée de cendre, obtenant un vert tendre, un bleu profond, un orange de coucher de soleil. Les yeux brillants, Manon demanda la permission de dessiner près de la fenêtre. La maison a besoin de fleurs pour se souvenir du printemps. De la pointe de son pinceau, elle esquissa des bouquets qui semblaient éclore de la chaux même, chaque fleur peinte exhalant un parfum imaginaire. Les hommes se turent un instant pour ne pas troubler ce moment de grâce. « Je n'ai jamais vu une maison avoir l'air aussi heureuse », dit Stéphane en s'essuyant le front. Le soleil, comme pour donner son assentiment, projeta un rectangle de lumière sur la table qui ne boitait plus, grâce au coin de frêne solide et élégant taillé par Laurent. Plus tard, alors que la paille et l'argile séchaient, un parfum de vie monta de la terre. Le jardin fut le premier à parler. Devant le seuil, là où la patience avait fait son œuvre, les courges étalaient leurs verres lustrés, la menthe offrait sa fraîcheur impertinente, et des fleurs sauvages, sans demander leur nom, coloraient le monde. La fillette s'accroupit près des pousses. « Merci d'être resté avec moi », dit-elle à chacune, comme en faisant l'appel dans une classe de miracles. Elle effleura les feuilles, sans les toucher, comme on bénit sans posséder. « Aujourd'hui, je vous apporterai de l'eau dans la marmite neuve, et demain, je vous chanterai pour que vous appreniez le rythme du jour. » La menthe répondit par un surcroît de parfum, une abeille maladroite vint en reconnaissance, un colibri, flèche verte, but une seconde et disparut. Cette seconde suffit à confirmer que le paradis sait venir à pas de loup quand on lui ouvre son cœur. D'autres voisins arrivèrent peu à peu. Certains apportaient du pain dans des linges propres, d'autres de l'eau fraîche dans des cruches luisantes comme des lunes. D'autres encore offraient de petits présents nés du besoin et de l'affection, une corde de chanvre, une carafe intacte, du bois de chauffage bien rangé. Nul ne donnait d'ordre, nul ne tenait de compte. Chacun donnait un peu, et la somme de ces peu créa une atmosphère nouvelle, palpable les yeux fermés. En travaillant, ils se racontèrent des histoires, non pour se vanter, mais pour partager, histoires de village à la lune décroissante, de chemins boueux, d'enfants guéris par le bouillon et le temps. La fillette se blottit dans ses récits avec le naturel de celle qui entre dans une pièce où on l'attendait. Et les mains qui posaient la paille, lissaient l'argile, passaient la chaux, sentirent qu'elle ne réparait pas seulement une maison, mais un cœur commun. Au crépuscule, quand le ciel prit des teintes de miel et que l'ombre des pins s'étira, on entendit à nouveau le vol de ciel. Les villageois levèrent la tête. Le faucon, l'aile désormais guérie, quitta son perchoir, fendit l'air d'une courbe précise, et sortit par la fenêtre pour frôler la cour de son ombre caressante. Il monta jusqu'au faîte du toit et, se détachant sur le ciel doré, se mit à tracer de larges cercles, comme s'il nouait un ruban invisible. Cet oiseau protège la petite et ce lieu béni par l'innocence, dirent les gens. Un des jeunes ajouta, ma grand-mère disait que quand un faucon cercle au-dessus d'une maison, c'est que les saints et la colline sont d'accord. Ce qui regarde d'en haut apprend à veiller sans toucher, répondit Geneviève. C'est ce que fait l'amour quand il mûrit. La fillette écouta ces paroles comme on engrange des semences pour la saison suivante. Il peut partir quand il veut, le ciel est son royaume, dit-elle. Mais c'est aussi sa maison, s'il veut y revenir. Ciel parut comprendre. Il descendit assez bas pour la fixer, puis remonta, dans un geste qui était à la fois affirmation et promesse. La nuit trouva la maison aux murs blancs réfléchissant la lune, les bouquets peints devenus d'élégantes ombres,
la porte fermant sans grincer, le toit chantant le chant sec de la paille neuve. À l'intérieur, la table était stable, le banc sans écharde, l'étagère propre où la marmite reposait comme une reine. L'air embaumait la menthe, la chaux, et le copal que Geneviève avait laissé se consumer. Les voisins partirent, se saluant sans drame, avec des mains sur les épaules et des mots simples. Stéphane annonça qu'il apporterait des tuiles pour le fêtage et peut-être des oranges. Laurent promit de revenir avec un clou supplémentaire, parce que les maisons sont jalouses si on ne les regarde pas. Les jeunes dirent qu'ils apporteraient des rires, pour que le toit ne s'ennuie pas. Et Geneviève, avant de partir, regarda longuement la fillette, « Prends soin de ton jardin comme de ta voix, et de ta voix comme du silence, car c'est là que réside la grâce. »« J'apprendrai tout, je le promets, » répondit la fillette. Ces promesses, accumulées comme des pierres bien ajustées, bâtirent un mur invisible de paix. Restée seule, Manon s'assit sur la marche de pierre. Elle regarda le jardin qui, dans la nuit, semblait une broderie sombre attendant la lune, et parla aux plantes comme à de vieilles amies. Aujourd'hui, j'ai ri pour vous et pour moi. Chaque feuille m'a appris à respirer, chaque fleur a parlé sans crier. La chaux m'a rendu la mémoire du propre, et la paille m'a appris à coucher ma fatigue à l'abri. En énumérant ses gratitudes, elle sentit un bon fourmillement dans ses mains. Elle sentit aussi que son cœur, ce petit animal qui bat sans permission, avait grandi, débordant de sa poitrine. Elle demanda au vent d'emporter les derniers restes de douleur vers le ruisseau, pour que l'eau les digère lentement. Le vent obéit, soulevant sa frange d'une brise qui laissa sur ses lèvres un goût d'herbe nouvelle. À l'intérieur, avant de s'endormir, elle contempla le mur où elle avait peint les fleurs et s'y vit en reflet, comme dans une source. Ici reviendront ceux qui sont partis, quand ils découvriront que cette maison a une âme, se dit-elle. Non avec amertume, mais avec la sérénité du travail accompli. En se couchant, elle posa près d'elle le mouchoir brodé, comme chaque soir. Sur le toit, elle entendit le léger bruit de griffes qui s'installent. Elle sut que Ciel avait choisi de veiller. « Merci de veiller sur moi d'en haut », murmura-t-elle. « Je veillerai sur toi d'en bas. » Elle ferma les yeux, d'une fatigue de moisson, tandis que dehors le jardin respirait, que la chaux blanchissait les rêves, et que la maison ressuscitée montait la garde, comme le font les choses choisies pour protéger ce que l'amour a commencé. Le chemin qui ramena Monique ne fut pas un sentier fleuri, mais une piste aride de poussière, de dettes et de portes closes. Si ses pas la ramenèrent dans les collines, c'est que la ville l'avait rejetée. Son commerce de tissus et de promesses avait fait faillite, les créanciers avaient saisi sa maison, et la solitude lui pesait plus qu'un sac de blé. Son corps était las, son dos courbé. Son regard, qui fuyait autrefois la fillette, cherchait maintenant un point d'ancrage. Si Dieu se souvient des pauvres, peut-être se souviendra-t-il de moi et me permettra-t-il de demander pardon, se dit-elle. Elle avançait, s'appuyant sur un vieux manche de pelle en guise de bâton, la jupe usée, les cheveux noués à la hâte. En gravissant la pente, le souvenir de la voix de Manon lui revint, et elle serra les lèvres. La colline, qui ne juge pas, la laissa passer. Quand elle déboucha dans la clairière, elle s'attendait à trouver un squelette de maison. À la place, elle vit un corps vivant, des murs blanchis renvoyant la lumière, un toit de paille neuve, un seuil de pierre plate, un jardin luxuriant. Son bâton lui échappa des mains. L'étonnement, plus léger que la peur, tombe aussi vite. Elle porta la main à sa poitrine. « Je ne savais pas ce que je faisais, petite, je ne savais pas, » dit-elle d'une voix brisée. Sa voix se rompit en un sanglot bref, celui de ceux qui n'ont plus qu'un reste de larmes pour nommer leur faute. Elle leva les yeux et vit Manon. Non pas une ombre craintive, mais une enfant de 5 ans, les mains couvertes de terre, des traces de chaux sur les joues, les cheveux retenus par un ruban, les pieds nus ancrés dans la terre humide. La fillette la regarda sans peur, d'un regard qui ne juge ni n'absout, mais constate. « Il y a de l'eau fraîche, si tu veux. » Sans attendre de réponse, elle alla à la table, prit la cruche, la remplit à une jarre que Stéphane avait rapportée du ruisseau, et la lui tendit avec le sérieux d'une offrande sacrée. La femme but en tremblant. « Cette eau me rappelle que je suis un être humain, et non une erreur qui marche. » La fillette acquiesça doucement. Le silence qui suivit ne fut pas pesant, mais permit à la femme de respirer pour la première fois depuis des mois. Dans cet air devenu respirable, le cri de Ciel retentit. Le faucon décrivait des cercles au-dessus du toit. Monique le regarda avec une peur atavique, comme s'il était un juge. Mais Manon expliqua,
avec le naturel de celle qui a fait la paix avec le monde visible et invisible, c'est Ciel. Mon ami, mon gardien. Quand il était blessé, je lui ai donné de l'eau. Maintenant, il nous donne de l'ombre quand le soleil tape trop fort. La femme baissa la tête, comprenant confusément que le monde avait changé en son absence. Il n'y eut ni reproches ni questions acérées, seulement une suite de gestes nés du cœur retrouvant sa fonction. La fillette s'essuya les mains. La maison sent la menthe et le copal. Tu peux entrer t'asseoir si tu veux. Je serai heureuse si je peux balayer l'entrée, répondit Monique. J'ai sali plus de chemin que je n'en ai nettoyé. Elle prit le balai de branches comme on prononce un vœu et se mit à balayer en silence. Ce n'était pas un geste servile, mais réparateur. Chaque coup de balai semblait chasser une faute. La fillette, sans se départir de son calme, apporta un bol avec un morceau de pain. Mange, pour reprendre des forces. La femme obéit avec la docilité de l'affamée, mâchant lentement, pleurant en dedans. Entre deux bouchées, elle contemplait les murs blancs, les fleurs peintes, le banc lisse, le nid de jonc près de l'âtre. Elle reconnut que là où elle avait semé la ruine, une petite main et la volonté d'un village avaient fait naître la beauté. Les heures passèrent. L'après-midi arriva, couleur de rédemption. Le travail partagé s'imposa de lui-même. Nul n'est de trop dans une maison qui veut vivre. Monique se mit à inspecter les fissures à la lueur d'une bougie. En trouvant une, elle dit, « Ici, le mur a mal. Je vais chercher de l'argile pour le soigner. » Dans la cour, elle pétrit la terre, geste qui la ramena à une enfance oubliée. Elle revint et boucha la fente du pouce. Elle ne s'ouvrira plus, si on la regarde tous les jours. La fillette sourit, d'une gratitude sans phare. C'est comme ça que je soigne les plantes, en les regardant chaque jour, sans hâte. La femme acquiesça, apprenant enfin une leçon que la vie lui avait répétée de 1000 manières. Le lendemain, la brume adoucit les traits de Monique. La fatigue n'était plus un maître, mais un compagnon. Elle alla au ruisseau remplir la cruche. En chemin, elle se dit, « Avant, je marchais vite pour ne pas entendre le monde. Maintenant, je veux écouter, même si ça fait mal. » Elle s'arrêta pour observer comment l'eau use la pierre sans la briser, et revint, portant la cruche avec le respect dû aux choses précieuses. Dans la cour, elle croisa Stéphane qui déposait des oranges. Il la regarda sans poser de questions. Le chemin ramène toujours celui qui ose. Parfois, le chemin ramène la vérité avant la personne, répondit Monique. L'homme sourit et repartit. Ce bref échange vibra dans la maison comme une note juste. Geneviève arriva le 3e jour. En voyant Monique balayer, le dos moins raide, elle dit, « La maison guérit quand les gens guérissent. » Elle s'enquit de la fillette, du faucon, des plantes. En entendant les réponses, elle sourit. C'est ainsi que les miracles s'opèrent, de la porte vers l'intérieur, et du cœur vers l'extérieur. Elle laissa un sachet de tisane. À boire à petites gorgées, quand la poitrine se souvient des fautes. Monique la remercia sans un mot, les yeux humides. Ces jours-là, la femme ne parla pas de son retour. Elle ne demanda pas pardon à genoux, ne fit pas de promesses en l'air. Elle se contenta de faire, balayer, arroser, rentrer du bois, raccommoder. Chaque petit acte était une excuse silencieuse. La fillette, voyant les fleurs s'épanouir, la menthe embaumée, la chaux restée blanche, souriait, entre étonnement et paix. La maison est contente. Peut-être parce que nous sommes deux, maintenant, pour l'écouter. Cette simple phrase était la preuve que la vieille blessure se cicatrisait. Un soir, alors que le soleil déclinait et que ciel faisait sa ronde, Monique osa dire, d'une voix moins tremblante, « Je veux te dire que j'ai tout perdu, mon toit, mon nom. J'ai oublié d'être humaine en voulant être dure. J'ai cru que t'abandonner était un raccourci vers un ordre qui n'est jamais venu. » Moi aussi, j'ai eu peur, répondit la fillette. Mais j'ai découvert que la vie trouve sa place si on l'arrose sans se presser. Elle montra le jardin où les courges s'arrondissaient joyeusement. La femme porta la main à sa bouche, comme pour recevoir une hostie. Je ne mérite pas ta bonté. L'eau ne demande pas à la terre si elle la mérite. Elle tombe, c'est tout. Pour la première fois, Monique laissa échapper un petit rire clair, une expiration de joie. J'aimerais apprendre à arroser comme toi. Le secret, c'est d'écouter avant de donner, et de s'arrêter avant de lasser, dit la fillette. Ce crépuscule-là,
elles arrosèrent ensemble les plantes, geste qui tenait à la fois de la caresse maternelle et filiale. Le 4e jour, Ciel descendit et se posa sur le seuil, tout près de Monique. Si près qu'elle put voir son œil de braise sans crainte. « Je sais ce que j'ai été et ce que j'ai fait, » dit-elle. Le faucon inclina la tête, comme s'il se souvenait de la scène de l'abandon et constatait, à présent, la métamorphose. Il s'envola vers le toit et traça un cercle qui engloba la femme, l'enfant et la maison. Un cercle qui avait valeur de pacte. La femme le suivit du regard. Puis elle posa son bâton et, avec une maladresse sans phare, s'agenouilla pour examiner une fissure. « Si tu me le permets, je resterai jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal du tout. »« Tu peux rester, » répondit la fillette. Le jardin a de la place pour tous ceux qui apprennent à parler bas. Cette permission fut comme l'ouverture d'une fenêtre dans la maison de l'âme. Dès lors, chaque matin commença par le même rituel silencieux. Monique balayait l'entrée en murmurant « Le jour commence ». Manon inspectait le jardin en chuchotant « Aujourd'hui, une nouvelle pousse ». Ciel faisait sa ronde. Et les voisins de passage laissaient du pain, de l'eau, un mot. Nul ne posait de questions sur le passé, car le présent était trop occupé à fleurir. Le repentir cessa d'être une ombre pour devenir un office, une discipline humble que la femme pratiquait avec ses mains et ses yeux. Et quand la fatigue la gagnait, Manon lui disait « Assieds-toi ici, l'air te guérira ». Elle obéissait, respirant comme si, pour la première fois, le monde n'était plus un ennemi, mais un lieu d'accueil. Dans cette respiration, elle comprenait que le pardon lui avait été accordé dès le premier verre d'eau, et que sa seule tâche était de l'honorer par des sauts de travail et de patience. La maison, témoin, craquait doucement en signe d'approbation. Le jardin levait des feuilles comme des mains. Et le faucon, le soir venu, dessinait dans l'air un lien de soie, unissant ce qui avait été séparé. Le jour se leva avec un éclat qui semblait émaner des murs eux-mêmes, plus encore que du ciel. La maison, parée de fleurs grimpantes et de feuilles lustrées, accueillait la lumière avec une joie contagieuse. C'est ainsi que les premiers voyageurs de la matinée arrivèrent, les épaules lasses. Nous venons de loin. Le chemin nous a volé notre voix et notre espoir. Ici, l'eau se souvient des mots que vous avez oubliés, et le pain réchauffe ce que le froid a éteint, répondit la fillette. Monique, qui avait appris à parler peu et à faire beaucoup, posa du pain sur la table, remplit 3 cruches d'eau fraîche, et leur indiqua le banc. Ils burent en silence, chaque gorgée une flamme ravivée, puis mangèrent lentement. Le craquement du pain était une musique de foyer. Il y a longtemps que je ne m'étais pas senti humain. Je me souviens que j'ai un nom, dit l'un d'eux. Ici, les choses guérissent comme les ailes, expliqua la fillette. Avec de la patience et de la tendresse. C'est vrai? Demanda-t-il des yeux. Je l'ai appris en regardant Ciel. Il a d'abord eu besoin de repos, puis d'eau, puis d'un onguent doux, et enfin de temps. Le temps que personne ne veut donner. En entendant cela, la femme la plus âgée du groupe, Jacqueline, le dos voûté par les épreuves, serra la cruche contre elle comme un enfant. Alors je resterai une nuit, pour apprendre à écouter ma douleur sans la combattre. Monique acquiesça. Elle comprit que ce lieu n'était pas une auberge, mais une façon d'être au monde, un endroit où la fatigue du corps et celle de l'âme trouvaient le même repos. Au milieu de la matinée, la maison était une ruche sereine. Un jeune homme, Arthur, arrivé en larmes, balayait la cour. Je veux ôter de la terre ce qui pèse sur moi. Un vieux commerçant, Bernard, réparait une charnière. La porte aussi a besoin de pardon pour ne pas claquer. Une mère sans enfant, Sandrine, sortit des graines de son sac. J'ai appris que ce qui est en trop ici manque ailleurs. La fillette les regarda comme un trésor. La terre d'ici sait garder les secrets et les faire éclore. Ensemble, ils allèrent au jardin. La fillette creusa de petits trous avec sa cuillère en bois. Faites-les proches, comme pour converser. Ils obéirent. Le travail devint prière. Quand ils eurent fini, elle apporta de l'eau et l'inclina doucement. Chaque filet tomba à sa place, comme le pardon trouve son lit. Je ne savais pas qu'arroser pouvait redresser une vie, dit un homme, les mains encore humides. On s'arrose aussi soi-même, quand on se penche avec soin sans arracher ce qui fait mal, expliqua la fillette. Un silence plein s'installa, celui qui naît d'une vérité si simple qu'elle en est presque impudique. À l'heure où le soleil baisse, Stéphane arriva avec 2 paniers.
Le chemin m'a offert des oranges et du pain frais. Et une nouvelle, le village appelle cet endroit le paradis de la fillette. Manon rougit. Monique baissa les yeux avec humilité. Les vrais noms se méritent par des actes, non par des paroles. Stéphane rit et laissa les paniers. L'odeur d'orange embauma la pièce. La fillette empela une et offrit des quartiers. Chaque quartier fut une lumière sur la langue. Aujourd'hui, je me sentirai moins lourde, dit la femme au dos voûté. Demain, je reviendrai vous dire si j'ai dormi, déclara le jeune homme. Je resterai pour apprendre du jardin la langue de la patience, ajouta la mère sans enfant. Cet après-midi-là, comme pour remercier, la chaux des murs renvoya un éclat de miel. Les fleurs peintes semblèrent frémir. Et ciel se posa sur le faîte du toit. Tous levèrent les yeux. Sa présence était une horloge marquant le rythme du cœur. La fillette le regarda. Le faucon déploya ses ailes et s'éleva, d'un vol pur, rond comme une phrase bien tournée. Il monta plus haut que jamais. Une prière écrite dans le ciel, dit un visiteur. Il parle sans mots, et nous comprenons, répondit Monique. La fillette le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'a plus besoin de veiller sur nous, dit-elle avec un sourire indéfectible. Nous avons réussi. Les présents ne applaudirent pas. Ils respirèrent profondément, comprenant qu'une chose était achevée et qu'une autre commençait, comme un convalescent qui se lève sans bruit pour remarcher. Avec l'absence de ciel, son enseignement se fit plus présent. La nuit, la maison devint un lieu d'histoire. La fillette écoutait chacun avec une attention rare. Quand la douleur étranglait les mots, elle disait, parfois, on ne peut pas tout dire, et c'est bien. Le silence aussi est une graine. Cette phrase fut une ondée sur les fronts. L'un après l'autre, ils s'installèrent pour la nuit sur le sol parfumé de menthe. Monique leur passa une couverture. Avant de se coucher, elle dit, je n'aurais jamais cru que mes mains serviraient à autre chose qu'à compter des pièces. Elles servent à compter les battements, quand elles tiennent un verre, répliqua la fillette. La femme sourit, d'une belle pudeur, celle des secondes chances. Les jours suivants, le paradis de la fillette devint une halte pour les voyageurs, une école sans murs, un atelier de paix. Certains voulurent laisser de l'argent. Ici, on reçoit ce qui soulage, non ce qui pèse, disait Monique, apprenant son rôle de réparatrice. Laisser de l'eau, du pain, ou une bonne parole. Ainsi se créa une économie de la gratitude. Une grand-mère laissa un chapelet usé. Un berger, une couverture de laine. Un charpentier anonyme répara une marche. Chaque geste ajoutait une pierre au pont qui reliait la solitude à l'abri. Des enfants venaient. Ils demandaient s'ils pouvaient toucher les fleurs peintes. Vous pouvez les regarder jusqu'à en apprendre la couleur, répondait la fillette. Elle les emmenait au jardin, leur apprenait à distinguer les parfums. Ils repartaient avec une graine dans la poche et une idée dans la tête. Le village entier, comme un champ bien cultivé, changea d'humeur. Quand les après-midi raccourcissaient, Manon et Monique s'asseyaient sur le seuil. Je n'aurais jamais cru que le pardon avait une odeur, disait la femme. Je crois maintenant qu'il sent le pain frais et l'eau de la cruche. Il sent aussi la peau qui a cessé de se durcir, répondait la fillette. Dans ces conversations, dont les seuls témoins étaient les lucioles, elle scellait le pacte d'un foyer sans barreaux. La maison n'emprisonnait personne, elle offrait le repos et renvoyait au monde avec une parole légère. La nouvelle se répandit dans les villages et hameaux alentours. Certains marchaient 2 jours juste pour voir la maison blanche et s'asseoir à son ombre. Quand on demandait où elle se trouvait, les uns disaient, cherchez le lieu où le faucon est devenu ciel. Les autres, suivaient l'odeur qui nourrit. Le nom de paradis de la fillette devint un phare, non par sa taille, mais par sa justesse. Car cet enfant de 5 ans avait transformé l'abandon en amour, et la ruine en un Éden éternel. Dans la mémoire de ceux qui y passèrent, l'enseignement resta gravé, les ailes et les maisons se guérissent de la même façon. D'abord par le repos, puis par l'eau, puis par un onguent de main et de parole, et enfin par le temps. Ce temps qui, à force de tendresse, cesse de peser pour devenir berceau. Ainsi, chaque soir, même quand ciel était invisible, quelqu'un disait, là-haut, il y a un gardien, et ici-bas, un cœur qui bat à son rythme. Et le jardin, l'entendant, ouvrait une fleur de plus, comme pour confirmer qu'il y avait encore place pour une autre histoire fatiguée. Et nous voici au terme de ce récit, qui débuta dans l'abandon pour s'achever en un paradis du cœur,
où une fillette de 5 ans a montré que l'amour, la patience et le pardon peuvent reconstruire même l'irréparable. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Le courage de Manon, la rédemption de Monique, ou le vol de ciel se perdant à l'horizon? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir quelle corde a vibré en vous. Si cette histoire vous a inspiré, la chaîne en recèle d'autres qui vous feront sentir et réfléchir. Merci de m'avoir suivi, d'avoir écouté avec votre âme et de faire partie de ce voyage. Soyez toujours les bienvenus. Ce coin est aussi le vôtre.